Aujourd'hui, je vous propose d'écouter l'entretien de Delphine avec la réalisatrice Flore Vasseur. J'espère que cet échange vous plaira et que vous ferez une belle découverte. Un grand merci à Delphine du podcast Demain n'attend pas pour cet épisode si riche et inspirant. Allez, bonne écoute à vous. Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Delphine Darmon et vous écoutez Demain n'attend pas. Dans ce podcast, nous discuterons à bâton rompu, à cœur ouvert, avec des hommes et des femmes qui travaillent à rendre le monde un peu meilleur. Ils sont entrepreneurs engagés, investisseurs à impact, fondateurs d'ONG, artistes activistes. Ils repensent les industries traditionnelles comme la mode ou l'agroalimentaire. Ils agissent dans les domaines de la santé, de l'éducation ou de l'environnement. Ensemble, nous échangerons sur leur parcours, les raisons de leur engagement et sur leurs projets. Mon rêve, c'est que ces histoires nous inspirent et nous servent à trouver notre propre chemin pour passer à l'action. Je vous souhaite une très bonne écoute. Cette semaine, j'ai la joie immense d'échanger avec Flore Vasseur. D'une intelligence et d'une sensibilité hors du commun, Flore est une auteure, une journaliste et une réalisatrice de documentaires. Depuis des années, elle s'intéresse à l'activisme et aux lanceurs d'alerte qui dénoncent les menaces qui planent sur nos libertés et sur nos démocraties. Au micro de Demain n'attend pas, Flore revient sur la vague d'activisme qui se lève aujourd'hui chez les jeunes partout dans le monde et qu'elle a filmé dans son documentaire extraordinaire Bigger Than Us. Flore nous parle d'espoir, elle nous parle d'une génération animée par un sentiment d'urgence et une brûlante envie d'agir. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec Flore. Écoutez-le jusqu'au bout, même s'il est un peu plus long que d'habitude. Et ensuite, courez voir Bigger Than Us, bien sûr. Je vous souhaite une très bonne écoute. Flore, merci mille fois de me recevoir aujourd'hui. Je suis super heureuse d'enregistrer avec toi. Je suis heureuse pour 1000 raisons. Heureuse parce que j'ai eu un coup de cœur amical pour toi il y a des années maintenant. Heureuse parce que tu es mon invité mystère de tous mes podcasts. À la fin de Demain n'attend pas, je demande à mes invités systématiquement qu'est-ce qu'ils recommandent. Et d'ailleurs, tu vas passer à la question un peu plus tard. Qu'est-ce qu'ils recommandent comme film, comme livre, comme mouvement pour nous en faire profiter, pour nous éveiller. Et systématiquement, j'ai eu au moins une dizaine de fois la recommandation de Bigger Than Us, qui est un phénomène dont on va reparler ensemble. Mais voilà, donc t'es mon invité depuis longtemps, il était temps que je te passe au micro. Flore, je te propose qu'on commence par ce dernier point et que tu nous racontes d'abord comment t'as grandi. Je sais que t'étais super sportive, peut-être que c'est quelque chose en fait qui a eu beaucoup d'influence pour toi. Et puis que tu nous racontes ces premiers moments qui t'ont fait prendre un chemin peut-être un peu différent que de celui pour lequel t'étais programmée, si on peut utiliser ce mot-là. Ouais. Alors moi j'ai grandi, je suis une immense privilégiée, j'ai grandi à Annecy. Mais à l'époque, je me rendais pas compte du tout que c'était un privilège. Je me souviens plutôt de longs week-ends d'ennui et de solitude. En fait, j'ai été une enfant assez solitaire. Et les autres, ça a toujours été compliqué pour moi, étonnamment, vu ce que je vis maintenant. J'avais pas beaucoup d'amis, j'étais très seule. Et le sport a été vraiment pour moi un endroit où j'étais moins seule. Et surtout, j'étais plus dans ma tête. Il se passait quelque chose avec mon corps et donc j'oubliais peut-être franchement un certain mal-être. Et il y a un sport qui m'a complètement sauvé la vie. Il y a la danse et puis ensuite il y a le surf des neiges que j'ai adopté alors que il y avait à peine des planches qui arrivaient en France. Il y avait encore une espèce de corde qui tenait C'était une époque où il y avait encore une corde sur le nez de la planche. Bref, et ça a complètement. Là, j'avais plus besoin de personne et je passais vraiment des week-ends entiers à ne parler à personne et à surfer avec de la musique dans les oreilles. Et donc, c'était un rapport à la montagne et à la pente hyper particulier. Et je pense que ça ne m'a jamais quitté. En fait, je crois que le truc le plus important que je garde de l'enfance, c'est ce rapport à la sensualité, à la glisse et à la solitude. Je travaillais à l'école, mais j'étais plutôt une enfant pas très forte, très besogneuse. En fait, j'étais vraiment pas scolaire. C'est-à-dire que je ne comprenais pas. J'avais un cerveau qui disjonctait et c'est-à-dire que je n'avais pas, pour moi, apprendre une leçon, etc. Je n'avais pas de méthode, j'en sais rien. J'y passais un temps fou et ça ne rentrait pas. Et je sais pas ce qui s'est passé à partir du moment où
j'ai rencontré une femme extraordinaire qui est devenue l'une de mes meilleures amies qui, je sais pas, je me suis mis à me mettre dans sa roue et tout à coup, tout s'est débloqué. Et j'ai fait un IEP à Grenoble parce que j'avais un statut de sportif de haut niveau, je faisais beaucoup de surf. Et puis après, je suis rentrée à HEC. Pour tout le monde, c'était une blague que moi, je rentre à HEC. Mais vraiment, je sais même pas encore comment ça a été possible, cette histoire. Donc, quand je suis arrivée, énorme sentiment d'imposture, parce que je me disais, mais voilà, j'étais très impressionnée par les gens autour de moi. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que les gens qui étaient là étaient des personnes qui s'étaient fait plaisir avec la matière intellectuelle. Et en fait, j'ai découvert ça. J'étais aussi comme ça. Cette espèce d'opiniâtreté à comprendre, à apprendre. C'est pas à HEC que je l'ai découvert, mais en fait, j'avais toujours été comme ça. Très curieuse, en fait. J'ai découvert la joie d'être entourée de gens brillants, de personnes brillantes, et qui n'étaient pas brillantes... qui avaient une surface affective aussi, qui n'étaient pas que brillants. En fait, mais je me suis fait des amitiés pour la vie à HEC. Et en fait, j'ai découvert... peut-être que j'ai découvert l'amitié là. Et l'amour d'ailleurs, en l'occurrence. Donc, en fait, j'ai été projetée dans un bain que je n'attendais pas. Et donc, pour moi, ça a été une joie, une expérience, enfin une espèce de truc complètement fou et inattendu dans ma vie. J'ai eu la chance, c'était une époque qui n'existe plus, on pouvait voyager partout, créer des boîtes partout, on sortait d'HEC, on nous montait un bourrichon comme pas permis, et je l'ai pris. Alors justement, en fait, ta première expérience, qui est quand même assez osée, c'est d'aller créer une boîte à New York. Donc il faut quand même une bonne confiance en soi, une bonne dose peut-être d'inconscience aussi, et puis plein de mythes dont on n'a pas forcément conscience à ce moment-là. Moi c'était un peu différent. J'ai fait tout ça parce que je voulais échapper à quelque chose. Et ce à quoi je voulais échapper, parce que en fait j'ai été recrutée sur le campus tout de suite, et j'ai fait une première expérience en entreprise, et j'ai cru mourir d'ennui en fait. Et pourtant c'était une superbe... personne n'a compris, mais en fait j'ai démissionné. J'ai vu tout le staff débarquer dans mon bureau en me promettant plus d'argent, de trucs, de machin. Je ne voulais plus en entendre parler. Et en fait, si je suis partie à New York et que j'ai créé une boîte, c'était pas du tout pour devenir riche ou avoir une entreprise ou quoi que ce soit. Je voulais faire des cours de rap. Et à l'époque... C'est génial. Enfin, de hip-hop. Et à l'époque, je voulais être danseuse, en fait. Et à l'époque, tu sais, il y avait encore ces VSN ou VIE, je sais pas quoi, et on aidait les mecs à partir à l'étranger, mais quand t'étais une fille, no way, quoi. Et donc, la seule façon pour moi de vivre à New York, c'était de m'auto-sponsoriser en étant entrepreneur. Donc, je suis devenue entrepreneur parce que je voulais être libre. Et sauf que à partir du moment où j'ai commencé à faire ça, j'ai tellement adoré ce que je faisais que j'ai oublié les cours de hip-hop, j'ai dû en prendre 2. Et j'ai fait que travailler. Et il y a eu une partie de tout ça où je me suis plus que régalée, quoi. C'était vraiment, vraiment chouette, quoi. Donc là, tu crées une société dans laquelle tu amènes les grands patrons du CAC à être au plus proche de l'innovation américaine. Absolument. T'as peur de rien, hein ? Ouais, mais c'était aussi l'époque. C'était la première bulle Internet. Tout ce qui avait moins de 25 ans avait une énorme valeur. Moi, je venais du monde de la distribution. Ma seule expérience professionnelle, c'était pour la distribution, le retail. Et en fait, ils étaient complètement en train d'être transformés par des dinosaures par Internet. Ils n'y comprenaient rien. Moi, j'avais moins de 25 ans. J'étais une femme. J'étais à New York. J'écrivais pas trop mal. Tout à coup, j'étais la personne de l'emploi, tu vois. Et c'est vrai que c'est une période quand même complètement drôle où j'ai vu effectivement tout le CAC 40 débarquer dans mon bureau. Et moi, je leur donnais des conseils sur ce qu'il fallait qu'ils fassent. Vraiment, c'est très drôle, tu vois, avec le recul. Et en même temps, c'était pas dénué de... Enfin, on s'est éclaté, quoi. On leur a fait faire des trucs vraiment drôle. Donc il y avait cette joie, il y avait cet appétit, il y avait cette... C'est quand même un moment où ça rigolait, quoi. Et peut-être l'un des derniers, d'ailleurs. Alors l'un des derniers, parce qu'en fait très vite, on va se retrouver au moment de l'effondrement des Twin Towers. On est le 11 septembre et tu vois les tours tomber. Ouais, et alors ça s'était grippé déjà un petit peu avant pour moi, parce que en fait, je te raconte finalement
l'espèce de pied de nez et d'humour qu'il y avait dans tout ça et d'énergie. Et puis bon, c'était New York à la fin du siècle, avec une énergie pas possible, qui m'allait bien en fait. Mais ça commençait à m'attaquer. Ça a commencé à me gripper. Le côté, peut-être la femme en moi commençait à douter. Je travaillais 16 heures par jour. Alors, effectivement, j'allais travailler en roller et c'était drôle. Mais quand même, il y a un moment, je commençais à me dire, je fais ça pourquoi ? J'avais la responsabilité d'employé. C'était de plus en plus dur. La bulle avait craqué. On avait perdu 80% de notre chiffre d'affaires. Fallait se repositionner. J'avais des investisseurs, etc. La pression commençait à monter. Et effectivement, j'ai assisté au 11 septembre sur le toit de mon bureau. Et là, il y a eu un chemin qui s'est ouvert en fait. Enfin, une entaille énorme dans tout ce que j'avais fait. Et c'est venu. Bon, j'ai eu très peur, bien sûr, mais j'ai aussi, et je le raconte souvent, mais perçu quelque chose d'autre qui était de l'ordre de la honte. Et je me suis dit qu'on était obscène en fait. Je me suis dit, j'ai pas du tout acheté ce discours de l'axe du mal, l'axe du bien, on est du bon côté, ils sont les méchants, il y a la religion, c'est les fous, etc. Je l'ai pas du tout acheté ça. Ça a pas du tout marché sur moi. Je me suis dit, mais pourquoi on nous envoie des bombes ? Il y a une vraie raison. Qu'est-ce qu'on envoie au monde qui fait qu'on se prend ça dans la figure ? Et c'est vrai que voilà, j'ai vécu ce 11 septembre comme ça. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Hein. J'ai déprimé comme tout le monde, j'ai eu peur comme tout le monde. Je me suis mise j'ai essayé d'aider comme tout le monde, je me suis mise en quête comme tout le monde, et puis finalement j'ai mis 1 an et demi à en sortir et à dire c'est plus ma vie. Et maintenant je vais essayer de comprendre pourquoi j'ai honte, de quoi j'ai honte, et je vais essayer de comprendre d'où viennent ces bombes. Et ça c'est vraiment, tu vois, et là c'est pour ça que je suis quand même très très reconnaissante à HEC, c'est que assez vite le trip carrière, richesse, confort, j'ai assez vite considéré que ça ne me plaisait pas en fait, ça me correspondait pas, qu'il y avait un trade-off là-dedans que j'avais pas envie de faire. Mais par contre, je sais que ce diplôme a été une liberté extraordinaire pour moi, parce que à chaque fois, je me suis dit si ça tourne mal, je reviendrai, et il faut pas se mentir, c'est la vérité. Donc c'était une espèce de license to dream quelque part, et de faire enfin je trouve que c'est ça l'opportunité en fait. Alors il y a un mot qui revient régulièrement dans ta bouche, et c'est pas innocent, c'est le mot liberté. Très vite, en fait, tu t'es mis à rechercher les lanceurs d'alerte qui viennent nous éveiller en fait dans notre conscience sur notre rapport à la liberté. Alors, j'aimerais bien qu'on y passe un peu de temps et qu'on parle de deux. Enfin, t'as en particulier travaillé sur Aaron Swartz et puis derrière avec Swodon, avec qui t'as fait un film. Donc, on peut s'arrêter sur les deux ou sur celui sur lequel t'as envie de parler. Tu vois, ce 11 septembre, c'est l'entaille qui me dit l'histoire qu'on nous raconte n'est pas la bonne. Ce qu'on nous dit de notre système de liberté, les États-Unis, grand pourvoyeur de la démocratie, plus grande démocratie au monde, etc., pays des libertés, c'est tout faux. En fait, si tu veux, c'est ça qui me tombe dessus le 11 septembre. Et depuis, je cherche à comprendre ça. À force de décrypter le système et de comprendre ce qui nous tenait, qui tient nos chaînes, qui écrit l'histoire, j'ai eu besoin pour sauver ma propre santé mentale, en fait, parce que ce que je finalement travaillais était une matière assez noire, et puis personne voulait en entendre parler. Enfin, pardon, mais tu vois, en 2001, tu l'as dit toi-même, la plupart des gens étaient dans l'axe du mal, machin. Moi, j'étais là, attendez, c'est pas la vraie histoire. Enfin, franchement, c'était complètement tabou. J'étais toute seule. J'étais vraiment toute seule. Et donc, c'était beaucoup de solitude. Mais du coup, j'avais besoin de me rapprocher des quelques-uns qui osaient l'ouvrir, tu vois. Et j'y suis allée pour moi. J'y suis allée pour me ressourcer, pour certainement... tu le vois, tu fais un podcast. Tu sais très bien que, en fait, quand on interviewe quelqu'un, on se recharge aussi, tu vois, d'énergie, d'inspiration, de plein de choses. Je me suis mise à m'intéresser à ceux qui doutaient, donc les artistes, les entrepreneurs, et puis assez vite les lanceurs d'alerte. Le premier, honnêtement, c'était Assange. J'ai trouvé complètement fou les cable leaks, etc. Et ça tapait exactement dans ce que je pensais
que les États-Unis faisaient au monde. Il avait raison sur le fond, il a eu hyper tort sur la forme. Hyper tort. Et je lui en veux à mort, parce qu'en fait, il a précipité tous les lanceurs d'alerte et les hackers derrière dans la mort, en fait. Et notamment Aaron Swartz, qui est, alors je peux en parler maintenant, Aaron Swartz, c'était quelqu'un qui, à 14 ans, a réussi à convaincre Tim Berners-Lee du MIT de travailler avec lui, parce que c'était un prodige, en fait. Il est tombé dans la programmation à l'âge de 8 ans. À 11 ans, il crée un ancêtre enfin, à 14 ans, il crée un ancêtre il crée un Wikipédia avant Tim Berners-Lee. C'était un génie du code et il avait cette vision éminemment humaniste de ce qu'était le code, et de ce qu'est le code et de ce que pouvait être l'Internet. Il était, enfin, je sais pas si vous connaissez Teilhard de Chardin, mais c'était vraiment ça. C'était un jour, il y aura, l'humanité sera réunie dans un cortex globalisé qui permettra à l'humanité de donner à l'univers conscience de lui-même. C'était une pensée, mais c'est le point oméga, c'est un truc sachant que Teilhard de Chardin, t'es au début du XXe siècle. Hein. Exactement, c'est 1920, 40, etc. Il incarne quelque part, où il reprend à son compte des idées d'autoréalisation de l'humanité. De l'humanité. Mais grâce à la technologie. Et oui, enfin, Teilhard de Chardin, il sait pas ce qui va arriver, mais il y a cette vision, et Teilhard de Chardin, c'était un paléontologue et je dirais presque un mystique, mais c'est quelqu'un qui était éminemment religieux et qui voyait et humaniste, en fait. Et Aaron n'avait jamais lu Teilhard de Chardin, mais il était dans cette dimension-là. Lui, son objectif, c'était que la technologie, son rêve, c'est le rêve de Wikipédia, c'était de rendre de faire de la technologie un outil pour nous élever. Mais Aaron, c'est quelqu'un qui avait vu ça, qui s'est battu pour ça, qui a programmé ça et qui a vu très très vite tout ça se retourner. Et il a essayé de nous alerter. Aaron, dès 2001, 2002, 2003, il prédit l'avènement des GAFA. C'est pas encore arrivé. Voilà, tu vois. Et il nous prévient. Et il programme alors il crée un réseau social, il crée Reddit, il essaye de développer des outils, et il y en a plein, et il fait une chose, c'est que il est étudiant libre au MIT, puisqu'il travaille aussi avec Tim Berners-Lee, et il décide d'aspirer des millions de documents de chercheurs qui sont sur des grands catalogues JSTOR, etc. Parce que son rêve, c'est de le partager avec les étudiants, par exemple en Afrique, etc. Il ne comprend pas qu'une recherche scientifique sponsorisée, financée par l'État, soit verrouillée derrière un paywall et que la science ne soit pas en open access. C'est le programmateur des Creative Commons, etc. En fait, il veut libérer la science, il veut libérer tout ça. Et en fait, le MIT, parce qu'il y a eu Assange qui a terrorisé les gouvernements, et notamment le gouvernement d'Obama, parce qu'il a mis le doigt sur il a révélé en fait ce qui était en train de se passer, a lancé une chasse aux sorcières pour tout ce qui ressemble de près ou de loin à Assange. Aaron est à l'opposé, enfin dans son ambition politique, dans son histoire personnelle, est à l'opposé d'un Assange. Et ben il se fait attraper, il se fait arrêter sur le campus du MIT, jeté en prison, interrogatoire, fouille au corps, etc. C'est un petit ange, ce mec, ce garçon. Et Obama l'accule à 35 ans de prison, $1 million d'amende, interdiction d'un accès à un ordinateur à vie pour quelqu'un qui a passé sa vie. C'est comme si moi, tu vois, tu m'envoies, c'est une privation de liberté. Et en fait, Aaron, plutôt que est ruiné à cette époque-là, parce qu'il a dépensé tout l'argent qu'il avait gagné avec Reddit pour se défendre. Il a 26 ans et se pend. Et je me souviens très bien que moi, je le lisais parce qu'il publiait énormément de choses sur un blog. C'était vraiment une voix très dissonante
dans le discours ambiant, où on était là, Facebook, les GAFA, Google, machin. Mais moi, ça me faisait vomir déjà ces trucs. Et c'était un des rares à nous alerter. Et quand j'ai vu qu'il s'était suicidé, je me souviendrai toujours, j'ai eu un espèce de réplique, même corporelle, du 11 septembre. Et je me suis dit, oulala, il y a quelqu'un qui vient de partir là, qui était fondamental dans les luttes qui allaient venir, et qui a en fait lâché l'affaire. C'est intéressant que tu fasses le parallèle avec ta réaction au 11 septembre, parce que en fait c'est très juste. Quelque part, là aussi, tu t'es mis à questionner le système, comme dans la foulée du 11 septembre. Tu as vu son histoire et la façon dont il a été broyé comme un symptôme d'une espèce de mensonge collectif et d'une direction qu'on est en train de prendre, qui est à questionner et à critiquer. En fait, j'ai vu deux choses. Maintenant, au début, je savais pas, tu vois. En fait, j'ai des réactions très émotionnelles, très étonnantes, et après, je passe une décennie à essayer de la comprendre, peut-être. Mais voilà, Aaron, je me suis tout de suite dit que j'allais enquêter sur cette mort, et qu'effectivement, c'était peut-être à mon tour d'essayer d'expliquer ce qu'il avait essayé de dire. Et ça m'a mis dans un chemin merveilleux. Et l'autre chose que j'ai comprise là, c'est que plus jamais de ma vie, j'allais faire tout ce que je pouvais, plus exactement, pour que jamais plus un enfant ne se suicide à force de ne pas avoir été entendu. En fait, Aaron, c'est aussi le génie de l'enfance. Voilà, c'est vraiment les fulgurances de l'enfance et de cet esprit sans filtre, totalement libre, que, en fait, l'âge adulte, le fait de grandir, vient attaquer, tailler, circonscrire. Et donc, il m'a mis sur deux pistes, si tu veux. Tu vois, ce que j'essaie de comprendre et ce que j'écris depuis, finalement, j'ai commencé à écrire en 2006. Je raconte toujours la même chose, tu vois. Et aujourd'hui, c'est éminemment accepté. Mais au début, c'était vraiment, ça a été difficile pour moi, hein. On m'a traité d'anarchiste, de complotiste, tout ce que tu veux, tu vois. Et de fait, quand tu te mets objectivement quand tu es dans une démarche où tu te dis, je vais essayer d'aller comprendre au-delà du discours ambiant, bien sûr, tu t'ouvres à plein de choses. Donc, moi, c'est Larry Lessig qui m'a dit, il faut toujours triangulariser l'information. Larry Lessig, c'est quelqu'un que je rencontrerai juste après, en me mettant en quête d'Aaron, finalement, qui est un professeur de Harvard. C'est le plus grand constitutionnaliste du pays, l'inventeur des Creative Commons avec Aaron, son père spirituel d'ailleurs. Et pour moi, c'est l'un des hommes les plus importants de ma vie, en fait. Alors, pour avoir vécu aux États-Unis, je rajouterais peut-être un dernier élément, parce qu'effectivement, il est c'est une figure éminemment respectée aux États-Unis, ne serait-ce que par ses fonctions académiques, mais surtout parce que c'est celui qui a mis en lumière à quel point les lobbies avaient un rôle. Alors ça paraît une banalité de dire que les lobbies influencent, mais en fait c'est plus que influence, c'est les lobbies dirigent et sont au cœur de tous les dysfonctionnements de la société américaine. Petite parenthèse dans la parenthèse, c'est Aaron qui lui avait dit de faire ça. Donc, intéressant. Voilà. Mais comme quoi il savait comment utiliser, comment guider ses amis. Larry m'a toujours dit, il faut triangulariser l'information, en fait. La même information, tu cherches 3 sources différentes. Et en fait, la vérité est sans doute au milieu. Donc moi, les complotistes, il m'est arrivé de les lire. Il m'arrive de les lire. Mais je ne vais pas suivre. Je vais me dire, tiens, il pense ça. Le Figaro pense ça. Enfin, je prends un exemple, mais tu vois. C'est probablement... Et en fait, c'est un effort intellectuel qu'on ne fait plus. Et notamment parce qu'il y a la technologie, notamment parce qu'on prend pour argent comptant tout ce qui arrive sur notre téléphone, notamment parce qu'on a dit l'information doit être gratuite, c'est une commodité. Donc il n'y a plus de temps pour aller enquêter, pour aller chercher, pour aller vérifier. Il y a une prime à l'outrance, il y a une prime à la rapidité. Enfin, et tout ça, des algorithmes qui vont à l'encontre de la triangularisation. Exactement. Et puis en même temps, qui te racontent exactement ce que tu as envie de lire. Donc, mais tout ça, c'est marrant parce que j'utilisais tout à l'heure le mot de trade-off et j'ai vu que tu souriais à ça. C'est aussi un trade-off. Au nom de notre confort, au nom de notre ultra-efficacité, on a lâché le discernement, le recul, l'humanité. C'est toujours la même histoire.
Cette idée que on n'a plus le temps de réfléchir, on ne prend plus le temps de réfléchir, pour moi, c'est l'état d'avancement d'une injonction à ne plus reconnaître en nous la moindre part d'humanité, mais à accepter le fait de n'être qu'une capacité de transaction. Est-ce que tu penses qu'il y a possibilité de mettre de l'éthique dans la tech ? Est-ce que tu penses qu'au-delà de la façon dont on peut tous agir à titre individuel pour être peut-être plus prudent dans l'usage des réseaux sociaux, par exemple, pour triangulariser l'information, comme tu le disais tout à l'heure ? En fait, il y a un grand mot. Alors, tu sais, on a utilisé beaucoup le mot de liberté. Moi, j'utiliserais beaucoup le mot de discernement. Je pense que ça ne viendra pas d'une instance politique, d'un homme providentiel. Enfin, c'est à peu près comme tout ce qui nous arrive, quoi. Faut qu'on renonce à ça. Faut qu'on renonce à cette idée que quelqu'un va venir tout régler. Que ce soit pour le climat, pour les libertés, pour les droits, pour tout ça. On a beaucoup perdu. Tu dis il n'y a pas de retour en arrière. On a beaucoup perdu. Regarde ce qui se discute en ce moment aux États-Unis. La remise en cause du droit à l'avortement. Je ne crois pas à l'idée d'un corps qui se structurerait ex nihilo. Je ne crois pas aux bonnes intentions parce qu'il n'y a pas, pour l'instant, il n'y a pas l'incentive pour faire ça. L'incentive principal, la récompense principale, elle est économique aujourd'hui. Et l'économie a besoin de ces algos, de cette structuration, de notre difficulté à avoir un propre discernement, c'est ce mot-là que je voulais utiliser. Tout lutte contre ça, en fait. Si tu commences à réfléchir, tu sors de ce truc et le système économique n'y a aucun intérêt. Donc malheureusement, je n'y crois pas. La personne, et c'est pour ça que j'ai passé 4 ans sur son suicide, qui a essayé de nous alerter, de nous prévenir, c'était Aaron Swartz. On l'a laissé partir. Maintenant, on a fait plus que le laisser partir. Oui, on l'a fait sortir. Voilà. Et on dit encore que Obama était le meilleur président de l'histoire. Enfin, c'est quand même juste la personne qui a emprisonné le plus de lanceurs d'alerte, qui a été d'une cruauté absolue avec ce genre de personnes. Enfin, moi, j'ai jamais eu autant peur aux États-Unis que sous Obama. Hein. J'avais la trouille à l'aéroport. Donc voilà, il faut qu'on... Enfin voilà, tu sens que je commence à m'énerver. On est responsable de ça. On est éminemment responsable. Donc peut-être la plus grande des décences, c'est d'arrêter de croire que ça va venir par quelqu'un d'au-dessus. Ça va venir de nous, de nos comportements. Je ne sais pas comment vous éduquez vos enfants. Je ne sais pas quelle hygiène vous pouvez mettre là-dedans. Mais arrêtez de vous raconter que vous allez être isolé, que vous allez louper des trucs, etc. La vie démarre à partir du moment où on éteint le téléphone portable. Demandez-vous pourquoi vous en avez autant besoin. Qu'est-ce que vous comblez ? Et je reviens, je n'ai qu'une réponse profondément d'éthique personnelle, d'hygiène personnelle. Je pense qu'on en est là parce qu'on ne s'estime pas, parce qu'on a tellement peur de ne pas exister, qu'on se raccroche à toutes les branches qui vont nous donner un substrat de sentiment de vie. Le problème, c'est que à force d'avoir hyper consommé, de se fourvoyer dans les Netflix, les trucs, les machins, eh bien, on ne se sent plus vivre. Et puis on sait combien, en fait, c'est un cercle vicieux, parce que les réseaux sociaux sapent une plus estime de encore soi. l'estime de soi. Non, mais en plus, ils organisent complètement ta solitude. Donc, il y a ce... En fait, moi, je pense qu'il y a un arrachement à faire. Et t'as très gentiment eu la gentillesse de me faire parler du 11 septembre. La vie vient te proposer des possibilités de t'arracher et d'arracher tes chaînes. Souvent, c'est des très grands accidents de vie. C'est une maladie, c'est un deuil, c'est une énorme injustice, c'est un accident extérieur. J'ai l'impression que la vie nous propose collectivement depuis quelques années des expériences dans lesquelles on pourrait s'arracher de ces programmations. Le Covid en a été une. Je pense que la guerre en Ukraine en est une, et on n'a pas fini de voir ce que ça va déclencher comme effet domino. Tant qu'on n'aura pas compris qu'on est tout seul et qu'en même temps on est tous liés, que la réponse elle passe par soi mais pas que, mais que accepter de la faire passer par soi, c'est se réembarquer dans un projet de vie dans lequel on décolle de ces trucs-là. Et ben tant qu'on n'est pas là-dedans, oui, on va se raconter que bien sûr Google ils vont relancer un énorme truc d'éthique.
On a l'habitude de dénoncer les médias et les réseaux sociaux en particulier comme étant des véhicules qui propagent la peur. Tu nous rappelles aussi que les réseaux sociaux ont un rôle énorme dans l'érosion de l'estime de soi, en particulier chez les jeunes qui aujourd'hui souffrent massivement de cette impression de ne pas avoir de valeur. Mais t'en restes pas là, Flore, tu interroges aussi les causes racines, tu interroges le système économique, tu interroges nos récits collectifs qui ont fait naître et qui favorisent ces médias, ces algorithmes qui sont à l'origine de ces déviances. Écoute, c'est hyper intéressant parce que je pense qu'effectivement, que ça soit sur la technologie ou l'environnement ou notre acceptation de l'injustice, par exemple. Je pense que tu parles d'un système économique, moi j'irais plus loin, je dirais quelle est la croyance derrière ? Qu'est-ce qui fait que ce système économique est inquestionnable encore aujourd'hui ? C'est quand même juste la folie, quoi. Et en fait, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se joue avec Descartes, qui pose la séparation de l'homme et de la nature. Enfin, de l'humain, pardon, des êtres humains et de la nature. Et à partir de ce moment-là, on a cru qu'on était au-dessus, qu'on pouvait tout domestiquer, et aussi domestiquer les autres. À partir du moment où on a mis des barrières autour des champs, à partir du moment où on a dit c'est à moi, c'est plus à toi, on a commencé à se séparer. On s'est séparé de la nature, on a séparé les champs, on a séparé les destins, on s'est séparé, voilà. Et finalement, le système, le capitalisme n'a été possible que parce qu'il y a eu cette première idée de séparation. Et en fait, que ça soit sur tu parlais de la peur, etc. À quoi sert la peur ? À nous séparer encore plus. Alors, Flore, tout ça nous amène en fait pas à pas, mais très logiquement, à ton dernier film, Bigger Than Us. J'aimerais que tu nous racontes comment, même si c'est une suite logique, comment est-ce que t'as été embrassé ce projet, est-ce que tu as envie de nous en dire et où tu en es évidemment aujourd'hui. Effectivement, c'est la suite logique de tout ce que... Moi, je fais que cheminer en fait, et chacun de mes travaux n'est que l'état de là où j'en suis, de ma compréhension de ce qui se passe, etc. Et c'est vrai que j'ai parlé de mon travail avec les lanceurs d'alerte, Snowden, Aaron, et après avoir fait le film avec Snowden, qui était un film sur lequel j'ai pris beaucoup de risques. Je suis allée à Moscou. On est 3 à avoir fait un film avec lui. J'étais sûre que les personnes qui verraient le film, les adultes, comprendraient combien il est éminemment important, et même pour soi-même, avant tout par éthique personnelle, tu parlais d'éthique, de bifurquer, de changer nos représentations, d'accepter, peut-être pas de faire comme lui, mais de se mettre dans ce sillage. Et donc, je suis partie avec ce film sous le bras, j'ai fait plein de projections citoyennes, en essayant de faire bouger les gens. Puis finalement, depuis le 11 septembre, c'est ce que je veux faire. Je veux que les gens s'activent. Je veux qu'ils comprennent, je veux qu'ils changent, je veux qu'on soit plus nombreux. J'en ai marre d'être toute seule à prêcher dans des... Et en fait, je me suis pris une énorme claque avec ce film. D'abord, j'ai adoré le faire, mais parce que les gens me disaient « Ouais, t'as raison, il est magnifique, il est stellaire. » Mais je vais pas changer parce que précisément, je ne suis pas Snowden. Je n'ai pas cette surface spirituelle. Parce qu'en fait, tout ce dont on parle, c'est de spiritualité-là. Et donc, j'ai joué à contre, en fait. Je me suis rendu compte que tout mon travail, qui visait à activer les adultes, ne servait strictement à rien. Qu'en fait, je les mettais devant des choses qui étaient inatteignables pour eux. Et au même moment, en 2016, mon fils, qui avait 7 ans à l'époque, me dit « Maman, ça veut dire quoi, la planète va mourir ?» Et donc là, c'est un peu comme... c'est un grand moment de ma vie, parce que je me dis, bon, j'ai 2 options. Soit je lui dis, mais non, t'inquiète pas, tout va bien, continue à manger ton steak haché bio. Soit je sors les rames et j'essaie de lui expliquer ce qui se passe. Et donc, je me suis dit, allez, on prend les rames, on y va. Et bon, je vais la faire courte, mais c'est une discussion d'1h30 qui est certainement la discussion la plus importante de ma vie, où je me rends compte que mon fils est en train de déclencher une éco-anxiété. Et ce qu'il cherche à comprendre, c'est ce qu'il peut faire lui. Et que toutes les explications que j'ai à lui donner, toutes les références, sont des explications qui sont vieilles, qui n'ont jamais fonctionné, qui sont portées par des gens qui sont plus vieux ou plus vieilles, des personnes qui sont plus vieilles que moi. Sur lui, ça n'a aucune prise, en fait. Donne-moi quelque chose à comprendre.
En fait, c'est ce qu'il est en train de me dire, c'est donne-moi un guide, donne-moi quelque chose à faire. Et ça aboutit à me dire, donc, 1, impuissance totale dans le fait de convaincre les adultes. 2, impuissance totale à répondre à mon fils sur quelque chose qui l'aide à vivre. Je me dis, bon, bah, ça, c'est ok, j'arrête tout. Les adultes, c'est trop tard. On est trop programmés. On a trop peur de lâcher notre petit confort. On est trop bien. On est trop confortable, en fait. Mais il y a une génération qui est pas confortable, c'est celle qui arrive. Et c'est mon fils qui me le dit. Et je me dis, bon, ok, bah, je vais essayer de répondre à ta question. Et très vite, on finit cette conversation au bout d'1 heure et demie, et je lui fais la promesse, je lui dis, je vais te faire un film sur la pollution. Et très vite, honnêtement, quand tu es dans le juste, les choses vont vite. Je tombe sur Melati, le personnage principal du film. Je réalise un premier documentaire avec elle en disant, je vais me faire le petit film sur la pollution pour mon fils, et après je reviendrai à mes sujets de grand. À l'époque, je suis en plein travail avec Larry, on travaille sur la corruption en politique, on est sur ces gros sujets systémiques, hyper durs, de lobby, de consentement, etc. Sauf que quand je rencontre Melati, bah, j'entends ce que tous les lanceurs d'alerte m'ont toujours dit, y compris Aaron, y compris Snowden, sauf que ça sort d'une jeune fille métisse, en plus sublime, et que là je me dis, il n'y a pas un adulte qui va me dire... J'ai jamais été un enfant. Il n'y a pas un adulte qui peut résister à la puissance de ça, en fait. Et donc, je tombe à la renverse, je discute avec elle, et elle me dit 2 choses. Elle me dit qu'elle a démarré à 12 ans, qu'elle a 16 ans, et qu'on en est déjà à son 2e burn-out. Donc là, j'entends Aaron, l'enfant, qui va arrêter, parce que personne l'entend. Et elle me dit une deuxième chose, c'est qu'elle est toute seule. Et là, j'entends Snowden, à Moscou, dans sa chambre d'hôtel. Et je lui dis, écoute, je vais pas vivre le truc à ta place, mais il y a une chose que je peux faire pour toi, c'est te faire comprendre que t'es pas toute seule. Et donc, d'où l'idée de ce film, qui est de partir autour du monde à la rencontre de personnes comme elle, pas que sur l'environnement, puisque elle, sa bataille, c'est sur les sacs plastiques à Bali, pour qu'elle montre que nous sommes tous liés, que toutes les luttes sont liées, que tous les combats sont liés, qui prennent la même cause dans ces systèmes racines, voire dans cette idée racine, l'idée qu'on est séparés, que nous sommes séparés de la nature. Donc ça nous donne cette séparation de la nature, avec la nature, nous a donné tout droit sur elle, mais aussi sur les autres, sur les femmes, sur les autres peuples, etc. Tu remets ça en cause, tout change. Donc ça va au-delà du capitalisme, tu vois, ça va au-delà. Et tu vois, c'est vraiment... Enfin, c'est un système de croyances sur lequel nous sommes assis depuis 5 siècles. Et donc nous partons avec Melati, bras dessus, enfin après beaucoup de travail et de recherche, etc., autour du monde, rencontrer d'autres jeunes comme elle. Et c'est une discussion de pair à pair, PAIR, sans moi, puisque ce que je veux, c'est entendre la parole de cette génération. Je m'auto-éjecte du dispositif. Il y a Marion Cotillard dans la production. Je ne veux pas qu'elle intervienne. Dans la mécanique de rencontre, elle interviendra énormément au montage et sur beaucoup, beaucoup de choses. Mais voilà, c'est vraiment un espèce de lettre d'amour à cette génération, avec une intuition forte qui est qu'ils comprennent mieux que nous ce qui se passe. Et franchement, je me le prends en pleine figure pendant le film, et je le prends en pleine figure depuis, parce que le film est sorti il y a 10 mois. Depuis 10 mois, quasiment tous les jours, j'accompagne des séances, notamment avec la jeunesse. Ils arrivent les pieds en dedans en n'ayant aucune envie d'être là. Ils repartent, on n'arrive jamais à arrêter les débats. Il y a des centaines de questions, souvent toujours les mêmes. Il y a un appétit, il y a une volonté, il y a une intelligence qui est là. Quand on dit que cette génération est décérébrée, irresponsable, déconnectée de la réalité et égoïste, je vais me mettre tellement en colère. D'abord parce que c'est pas du tout le cas, et deuxièmement, j'ai envie de retourner ces 4 attributs vis-à-vis de la génération au pouvoir, la nôtre. Déconnectée de la réalité, irresponsable, flemmarde et égoïste. Nous sommes dedans. Mais par contre, on a emprisonné notre jeunesse derrière ces attributs, pour la museler, en fait. Et quelque part, cette jeunesse nous le dit, puisqu'elle nous renvoie le fait que
l'état de la planète est directement lié à l'héritage qu'on leur laisse, nous et la génération d'avant. Enfin, je vais être vraiment, je m'excuse, mais beaucoup plus violente que ça. Alors, elle le dit sur éventuellement la planète, mais elle le dit parce qu'elle va extrêmement mal. On travaille avec la maison des adolescents, je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Les personnes qui animent ces structures me disent on ne sait même plus comment gérer. Tu as certainement vu cette étude de The Lancet. On n'est pas chez Gala Magazine, The Lancet. Donc 75% des moins de 30 ans sont extrêmement pessimistes quant à l'avenir. 58% considèrent qu'on ne s'en sortira pas. Et moi, ma colère, c'est vous êtes où les parents là ? Parce que ce que j'entends, toutes les fois, mais l'une des premières questions ou des premières, en tout cas, interpellations, exclamations à la suite du film, c'est pourquoi on ne me parle jamais de ça comme ça. Et alors, la discussion s'ouvre et en fait, très vite, les enfants me disent je ne parle jamais de ça avec mes parents. Donc, moi, je dis, enfin là, je suis très en colère, mais y compris, je suis aussi parent, hein, donc je me dedans, mais il y a pire que l'éco-anxiété, il y a pire que l'injustice, il y a pire que les mauvaises nouvelles, il y a le fait qu'on ne se parle pas. Et ça rend fou, en fait. Flore, dans ton film Bigger Than Us, on suit Melati, qui est une jeune activiste indonésienne qui lutte contre la pollution plastique à Bali et qui va partir à la rencontre de 7 jeunes gens assez extraordinaires qui, chacun dans son pays, essayent de résoudre un problème majeur auquel il fait face. Malheureusement, je ne peux pas tous les citer et raconter l'histoire de chacun d'entre eux. Je veux juste porter un éclairage sur quelques-uns d'entre eux pour qu'on voit les profils assez extraordinaires des personnes à qui on a affaire. Je voudrais parler de Memory, qui m'a particulièrement émue, qui est une jeune femme du Malawi, qui va s'élever contre les cérémonies d'initiation qui existent dans son pays, dans ces régions, qui sont en fait des viols collectifs de jeunes filles qui les amènent tout droit au mariage forcé. Et Memory qui va réussir à changer la loi de son pays. Je voudrais citer Mohamed, qui séjourne dans un camp de réfugiés à la frontière entre la Syrie et le Liban et qui va construire une école pour les enfants de son camp de réfugiés. Je voudrais citer également Marie, qui est une jeune Anglaise qui va aller s'installer dans une des îles grecques pour aider à sauver des vies de réfugiés qui s'échouent sur les côtes. Alors on aimerait les citer tous, mais par ces exemples-là, qui sont juste illustratifs, je veux montrer que chacun d'entre eux est mu par un espèce de sentiment d'urgence extrêmement fort. Ils doivent agir, ils ont quelque part pas d'autre choix, ils agissent pour la plupart d'entre eux en bas de chez eux, dans leur communauté. Ils cherchent d'abord à se sauver eux-mêmes, à régler des problèmes dont ils souffrent. Et en faisant ça, ils fédèrent une communauté autour d'eux, ils les amènent. Et quelque part, ils trouvent leur place, leur rôle au travers de ces actions. Tu te souviens, comme tout à l'heure, tu as dit on est toujours qu'en quête d'une propre quête, en fait, qui nous est personnelle. Bah là, c'est pareil. Moi, ce que je dis beaucoup, c'est il faut arrêter de croire que l'engagement, c'est notre responsabilité, notre devoir, que c'est tous ces discours empreints de culpabilité, d'idéologie, ça marche pas. Tu t'engages pas au long terme pour ça. C'est pas vrai. D'abord, tu vas te prendre que des murs. C'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est que on le fait parce qu'on se reconnecte à la vie. Et c'est cette personne extraordinaire, qui sont pas des acteurs, c'est des vraies personnes, effectivement, qui ont des modalités de lutte extrêmement différentes. Tu as raison, on agit parce qu'il fallait qu'ils survivent. Ils n'ont pas agi par idéologie. Ils ne sont pas dit, tiens, je vais faire le bien, un jour je serai Mère Teresa. C'est pas le sujet. Il a fallu choisir entre la vie ou la mort. Donc ils ont choisi la vie. En faisant ça, ils ont embarqué une communauté. Ils l'ont fait même émerger. En faisant émerger une communauté, ils ont découvert la solidarité. Ils ont découvert l'entraide. Ils ont découvert un lieu, une place, un rôle. Et leur raison d'être. Une raison d'être. Et bien moi je dis, tu vois, toutes ces choses que je viens de te dire, où est-ce que dans ta vie tu as l'occasion de découvrir ça ? Dans ton travail là ? Enfin, je sais pas. Tu vois, et en fait c'est ça, ce qui nous est profondément demandé aujourd'hui, c'est de réactiver ça, c'est de comprendre que agir rend éminemment vivant, que ça nous reconnecte en fait à quelque chose qui a totalement déserté. Et étonnamment, on n'en a pas parlé jusqu'à présent,
et nous reconnecte à la joie. Autant c'est très présent dans ce film-là, autant on le voit. Ce n'est pas présent dans la recherche que tu fais avec des lanceurs d'alerte. Peut-être parce qu'ils sont trop brisés par le système pour pouvoir être des véhicules de joie. C'est des gens qui dénoncent, mais ils ont une intelligence fabuleuse, un courage extraordinaire, mais pour autant, ils ne sont pas porteurs de ce rayonnement. Là où t'es cette jeune, malgré toutes les difficultés, tu as raison de souligner que quelqu'un comme Melati a fait 2 burn-out à son âge, c'est quand même un drame absolu. Pour autant, ils sont lumineux et ils sont joyeux par l'action, comme si effectivement ces actions leur avaient permis de se révéler à eux-mêmes et d'identifier leur raison d'être. Et je reviens à ça, ils se sont créés un espace de liberté et de dignité. Et ça rend joyeux. Enfin, tu vois, c'est quelque chose. Tu vois, ils sont régulièrement attaqués par les gouvernements. Mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de la force intérieure et qu'ils puisent honnêtement dans cette expérience de la connexion à eux-mêmes et à probablement une très forte spiritualité, même s'ils mettent des mots très très différents. Tu vois, je les ai interrogés là-dessus puisque le film s'appelle Bigger Than Us. Donc à quoi tu réponds en fait ? Et ils me parlent tous d'un espèce d'appel, c'est plus fort qu'eux. Et cette joie d'être dans ce lien, tu vois, très vertical, mais aussi très horizontal, parce qu'il y a des gens autour d'eux, parce qu'il y a des personnes qu'ils aident, que eux-mêmes. Winnie, tu vois, elle aide des réfugiés en Ouganda à sécuriser leur chaîne alimentaire, enfin, à arrêter de manger que des racines, quoi, avec la permaculture. On est loin des bobos qui vont dans le Perche, pardon pour eux, apprendre les techniques. On est dans de l'ultra-survie, tu vois. Et elle dit, mais moi, c'est ma famille, en fait. Et tu me parlais de moi, de mes pères. En fait, c'est une espèce de famille aussi. Il faut aller chercher ces familles. Hein. Tu vois, c'est encore une fois cette séparation sur laquelle il faut lutter. Donc, s'ils ont quelque chose là, et la raison pour laquelle ils y sont arrivés, et c'est vraiment clé, mais vraiment tellement important. Et honnêtement, je n'y arrive pas. Mais je sais que la clé, elle est là. C'est que le fait d'avoir survécu, qui est d'abord un sursaut ultra personnel, il y a un rapport à la vie, voilà. Et le fait d'avoir embarqué d'autres fait que tout à coup, ils se sont détachés d'eux-mêmes, d'une partie d'eux-mêmes qui les piège, à savoir l'ego. Cette capacité de connexion, et je l'ai vu chez Snowden, je l'ai vu chez Aaron, je l'ai vu chez tous les grands activistes, cet appel, tu es d'autant plus capable de t'y relier, d'aller t'élever en fait à ça, que tu as détaché, que tu es capable d'identifier en toi ce qui va venir te piéger et ce qui vient toujours te piéger, c'est l'ego. C'est le regard des autres sur toi, c'est cette peur de ne pas être à la hauteur, cette carence en fait, et cet animal à l'intérieur. On revient à l'estime de soi. Avoir une juste estime de soi. C'est pas être dans l'amour profond, profond probablement, mais permanent, inconditionnel de tout ce qu'on fait, etc. C'est tout sauf ça. C'est la question de la justesse, en fait, à ça. Mais en tout cas, ils sont très conscients de la manipulation à l'œuvre. Il y en a 2 qui fonctionnent ensemble, la peur et l'ego. Et ce qui leur permet de résister à ça, c'est, encore une fois, le sentiment d'appartenir à quelque chose de bien plus grand qu'eux. Ils ont la puissance parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont qu'un véhicule. Flore, je crois qu'à ce stade, on a perdu tous ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas encore vu le film. Ils ont arrêté le podcast depuis longtemps, ils sont partis voir Bigger Than Us. Flore, tu nous as fait 3 cadeaux. Le film, bien sûr, mais aussi l'accompagnement intensif que tu as fait depuis la sortie de ce film. Depuis des mois et des mois, tu parcours toute la France, tu cours les projections du film, notamment avec des groupes constitués à la demande d'entreprises ou à la demande d'enseignants. Tu participes et tu animes des séances de questions-réponses qui favorisent ce dialogue qui est tellement nécessaire, souvent manquant, dont tu parlais tout à l'heure. Et enfin, tu nous offres à tous sur ton site une boîte à outils
pour qu'on puisse nous-mêmes nous engager, pour qu'on puisse soutenir les projets des activistes de Bigger Than Us, mais aussi pour qu'on puisse s'engager en bas de chez nous dans des projets qui existent partout en France et vers lesquels tu nous flèches. Est-ce que tu peux revenir là-dessus, Flore, et nous parler de l'accompagnement que tu nous proposes vers cette action ? Oui, alors c'est vrai que je fais tout ça parce que d'abord je me suis pas remise de ce film en fait. Je me suis pas remise de ce que chacun des protagonistes du film m'a donné. Si tu veux, c'est un énorme honneur, privilège pour moi d'avoir fait ça, d'avoir eu leur confiance, d'avoir été dans leur communauté, d'avoir eu la confiance de leur communauté. Enfin, je sais même pas comment un jour je vais pouvoir me remettre de ça au sens positif. Et j'espère que j'en reviendrai jamais. Vraiment, je sais pas, j'ai décollé du sol, tu vois. Et donc, pour moi, pour rester dans ma joie, ma seule manière, c'est de partager ce film. C'est la seule chose que je puisse faire. Tout le monde me dit « Ah ouais, maintenant, mais attends, mais ma Flore, ça fait quand même 10 mois. » Et alors ? Et d'ailleurs, parce que ça continue. « Ah, mais maintenant, tu vas peut-être passer à autre chose. » Ah ouais, et quoi ? Et qu'est-ce qu'il y a de plus important aujourd'hui que donner envie de vivre à nos enfants ? Dites-moi ce qu'il y a de plus important. Ça sert à rien d'être inspiré aujourd'hui. Ce qu'il faut, c'est s'éduquer les uns les autres. Parce que si t'attends, encore une fois, le consortium de l'éthique du machin, ça va pas arriver. Et en fait, la grande joie, c'est que j'ai trouvé, et je trouve tous les jours, plein d'alliés. Ces projections qui sont partout en France, et là on sort dans 53 pays, c'est pas moi qui ai dit tiens je vais aller à Mourmelon, etc. C'est qu'on reçoit un mail, j'ai vu votre film, j'aimerais organiser une projection, qu'est-ce que je peux faire ? Alors il est vrai qu'on a aussi des alliés entreprises ou institutionnels, y compris l'éducation nationale, qui disent on va aider en fait. Donc ça a différentes formes, etc. Mais je veux dire par là que ce qui est magnifique dans ce que je vis, et c'est pour ça que ça boucle quelque part avec mon histoire personnelle, où je te disais, pour moi, quand j'étais enfant, les autres, c'était très compliqué. Mais là, je ne fais ça que parce qu'il y a des autres qui m'appellent, en fait. Voilà, donc on met certaines conditions, parce que sinon, là, je suis moins fatiguée, mais effectivement, il faut qu'il y ait un certain nombre de personnes, etc. Mais c'est tout. C'est un engagement. Moi, je veux juste qu'il y ait du monde dans la salle. Parce que ma difficulté, c'est d'attraper l'attention des personnes. Tu veux nous dire 2 mots sur le dispositif d'accompagnement ? Oui, alors y a un gros site qui s'appelle biggerthanus.film sur lequel vous pourrez trouver toutes les informations complémentaires sur chacun des protagonistes, sur chacun des combats, avec des liens pour les engager, pour s'engager auprès d'eux, pour les contacter, un petit merci, rien du tout. Enfin, vous pouvez pas imaginer, j'en parlais avec Winnie récemment, qui est en Ouganda, elle me disait, mais tu sais, j'ai 1 heure par jour, je ne fais que traiter des mails qui arrivent d'Occident. C'est fou de me dire que mon histoire est vue par d'autres personnes. Winnie Memory, c'est 2 personnages, les 2 protagonistes africaines du film. Imagine-toi qu'elle n'avait jamais vu de film au cinéma, elle n'était jamais allée au cinéma, et que le premier film qu'elle voit, c'est le leur, cerné de 400 enfants, quoi. C'est juste énorme. Enfin, tu vois, c'est le genre de choses, voilà. Et donc sur ce site, il y a plein de contenus pédagogiques qu'on a préparés ou qui nous sont donnés. Dauphine nous a donné des choses, donc on met tout en accès libre. Il y a une 40aine d'associations, ça va de Amnesty à SOS, Youth for Climate, He for She, etc., qui proposent des parcours d'engagement. Et on a une cartographie pour la France et pour le monde sur comment s'engager, où s'engager, etc. Parce qu'en fait, je trouvais criminel. Et là, j'en viens à ma profession, le journalisme ou le cinéma. Je comprends même pas qu'on fasse des films qui soient pas engagés. Je trouve c'est tellement urgentissime de faire bouger les mentalités là que je comprends pas qu'on soit pas tous dessus. Et la plus grande des surprises, c'est qu'on a été aidé par des boîtes, enfin des entreprises là-dessus. Magnifique. Enfin, et je m'y attendais pas quand ils m'ont proposé leur aide. Enfin, dans le film, il y a quand même 2 minutes 30 sur la plus grande décharge d'Asie du Sud-Ouest. Si t'es une entreprise de biens de consommation, t'es quand même mal. Enfin, je pense que quand t'es patron de ça, voilà, tout le monde est mal, mais là, je pense que t'es très très mal. Voilà, on a l'entreprise Boulanger qui a été et qui est l'un des plus grands sponsors de la stratégie d'impact, et je vous mets au défi d'aller retrouver le moindre logo, etc. Non parce qu'ils ne veulent pas apparaître, mais parce qu'ils comprennent qu'en fait, ça va au-delà de leur marque.
Alors, Flore, je ne vais pas te demander ce que tu vas faire ensuite, ça j'ai bien compris, mais par contre, je me permets de te demander comment tu vas continuer à accompagner différemment, parce qu'il y a des phases d'accompagnement. Après 10 mois de tournée, tu arrives probablement un peu à la fin, en France en tout cas, des débats en salle. Tu as mis en place le dispositif d'accompagnement, il est là et il faudra continuer à le soutenir, mais enfin il est là. Donc quelle est la prochaine phase ? Ouais, alors je suis pas complètement sûre que les débats en salle soient terminés. Enfin, en l'occurrence, on a des dates jusqu'au fin octobre et moi je suis bookée jusqu'à l'été. Enfin bon, bref, ça ne s'arrête pas. Et même si je me targue et félicite un peu crâneusement d'avoir mis 3500 classes devant le film, il y en a 504 000. Donc moi, j'aimerais que les 504 000 classes de ce pays voient le film. Et tant que c'est pas fait, je pense que je m'arrête pas. Mais ça, c'est effectivement une petite partie de l'histoire. J'en ai pas fini avec ça. On réfléchit à plein de choses. On travaille beaucoup l'impact pour nos enfants à nous, tu vois, les jeunes autour de nous. Mais il y a quelque chose que je veux vraiment travailler maintenant, c'est l'impact pour les protagonistes du film. Parce qu'ils m'ont énormément donné, parce que c'est des lumières, parce que c'est des génies, parce qu'ils ont fait des révolutions avec rien du tout, et que je me dis mais peut-être que c'est le moment de essayer de voir ce que aussi cette énergie que je sens et collecte ici peut faire avec eux, pas pour eux mais avec eux, en soutien en fait. Il s'agit pas de les aider, ils ont besoin de personne, il s'agit de décupler, soutenir, pardon pour ce mot, mais empuissanter encore plus ce qu'ils font. Donc on réfléchit à beaucoup de choses totalement exploratoires que probablement personne n'aura déjà fait et c'est hyper chouette. Le rêve que j'ai, je le pose comme ça en intention. J'aimerais avoir l'opportunité de retourner dans chacun des pays qu'on a filmés. En prévenant la communauté qui est en train d'émerger ici, qu'on va retourner au Liban, en Syrie, enfin pas en Syrie d'ailleurs, mais en Grèce, en Afrique, etc. Donc en travaillant très étroitement avec chacun des protagonistes, on est en lien avec eux vraiment de façon quasi hebdomadaire. On voudrait leur demander ce dont ils ont besoin. Donc, quand on revient dans leur pays, arriver avec des matières, au Liban, par exemple, il y a vraiment plus rien. Ils ont besoin de tout. Le pays s'effondre. Donc, de quoi Mohamed, pour son école et ses 200 enfants qui vont à l'école chaque jour, a besoin. On voudrait organiser une tournée par pays. Il est hors de question que le film ne soit vu que par nos enfants. Je veux rendre à ces communautés qui m'ont laissé les filmer le film. Je veux leur montrer que leur histoire les inspire nos enfants et voir que, enfin voilà, tu vois, dans cette estime de soi-même. Souvent, ces gens-là se sentent cornérisés, c'est tout sauf, en tout cas, ils servent et ils inspirent beaucoup de gens. Je voudrais former les communautés de nos protagonistes à mieux encaisser l'arrivée des journalistes qui viennent préempter des histoires et qui en général se foutent complètement de ce que ça veut dire. Ça me rend dingue. Et je voudrais filmer une suite. C'est plus exactement une mise à jour, puisque c'est une question qu'on me pose systématiquement dans les sessions après le film, c'est qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Et je voudrais du coup, avec ce contenu supplémentaire, transformer donc ces voyages en opportunités de tournage pour transformer le film en série. C'est-à-dire, au lieu d'avoir 13 minutes sur chacun des personnages, on avoir 45 minutes, 50 minutes, avec des explications beaucoup plus factuelles, parce que ça aussi, on me le dit beaucoup, ça va très vite dans le film, on n'a pas exactement compris comment ils sont passés du geste individuel à l'aspect systémique, donc être dans le beaucoup plus pratico-pratique, et surtout, en quoi le Covid et toute cette accélération de l'histoire qu'on vit les transforme, comment ils ont résisté à ça, comment ils sont devenus plus grands, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire pour que là aussi on s'adapte, nous, plus vite. Et je voudrais aussi soutenir financièrement, trouver un moyen de soutenir financièrement ce qu'ils sont en train de déployer, puisqu'ils ont tous grandi et que justement c'est l'héritage du Covid. Ils sont tous en train de lancer... ils ont tous gagné en fait, en urgence de faire et en justesse en fait. Ils savent mieux que quiconque ce dont leur communauté a besoin. Parfois, ils ont juste besoin
tu vois, d'un peu de fuel pour aller plus vite. Et j'aimerais bien qu'on fasse ça. Tu as évoqué au fil de l'eau des livres ou des références. Est-ce que tu as un livre, un film à nous recommander, un mouvement éventuellement à nous recommander qui a été marquant pour toi ? Là, j'ai fait 2 lectures récentes qui m'ont aidée là sur mon chemin. Alors, étonnamment, le livre d'Emmanuel Faber, Ouvrir une voie, qui est son rapport à l'escalade et sa prise de liberté sur le rocher. Et finalement il y en a peu sur Danone et c'est tant mieux en fait, c'est vraiment beaucoup sur son rapport à lui-même et à sa il donne quelques idées de comment il a réussi à tenir et à se nettoyer en fait de probablement une certaine noirceur et des contraintes et certainement pas, je viens pas faire l'éloge d'un homme et de son parcours, c'est pas le sujet. Je parle de moi, ce qui m'a intéressée, c'est le rapport à la montagne en fait, puisque je te l'ai dit, c'est un endroit important pour moi. Et je suis ravie de savoir qu'il vit dans un combi VV au pied d'une paroi. Ça me fait vraiment, ça me touche. Et l'autre livre que j'ai lu récemment, et qui est pas excellent surtout, mais le début est fou, parce que justement, il y a une définition de l'amour que je n'ai trouvé nulle part. C'est un petit livre, mais visiblement qui a cartonné, que vous trouverez dans les sections de développement personnel. Donc moi, la grosse intello, c'est quand même très drôle. Ça s'appelle Le chemin le moins emprunté. Et il donne cette définition de l'amour que je n'ai vu nulle part. Je m'interroge beaucoup sur savoir ce que ça veut dire. Et il dit l'amour, c'est cette extinction de soi-même au profit du développement spirituel de l'autre. Merci infiniment pour toutes tes paroles de sagesse, d'ouverture, et puis je vous encourage tous surtout à aller voir le film. Et puis on peut te contacter si on a des questions suite au film, s'il y a des envies d'engagement. D'organiser des projections, on fait beaucoup dans les entreprises. Tu as des besoins de soutien, évidemment, j'imagine. De tout ordre. Exactement. On te contacte sur LinkedIn ? Alors oui, et puis sinon il y a ma personne avec laquelle je fais à peu près tout, qui s'appelle Dorothée, que vous pouvez joindre à l'adresse suivante, community@biggerthanus.film, et sinon allez sur le site où tout est fléché vers elle de toute façon. Super. Voilà, si on a bien travaillé, normalement assez vite vous la trouvez. Canon. Merci beaucoup. Merci. Un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ou suggestions d'invités sur Instagram. Enfin, si le podcast vous a plu, allez vous abonner et notez-le 5 étoiles, bien sûr, sur Apple Podcast. Vous pouvez même demander à vos amis, à vos enfants, à vos voisins, aux amis de vos amis, aux voisins de vos voisins, de mettre une note au podcast. C'est comme ça seulement que Demain n'attend pas gagnera de la visibilité et sera trouvable sur les plateformes. Alors, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.